Madame, monsieur, bonsoir. Salaire minimum légal au menu de cette première émission de la saison. C'est donc officiel alors que la rentrée scolaire pèse lourd sur le budget des ménages marocains. Le gouvernement annonce une hausse de 5% du SMIC effective immédiatement dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Parallèlement, l'alignement du salaire minimum dans le secteur agricole est aussi effectif à partir de ce mois de septembre. Cela vient concrétiser le dernier accord tripartite du dialogue social signé à la veille du 1er mai dernier. Une tentative aussi du gouvernement Arnouch de juguler la hausse des prix et donner un coup de boost à la consommation des ménages. Mais cette approche est-elle suffisante ou du moins efficiente? Répond-elle aux doléances de la classe ouvrière? Quels risques sur les recrutements futurs dans le secteur privé notamment? Et côté secteur public, quid de la rentabilité du fonctionnaire au SMIC qui voit son salaire grimper de 3 000 à 3 500 dirhams. Nous allons répondre à ces questions et à bien d'autres relatives à cette question et à cette décision de la hausse des SMIC et SMAG avec mes invités ce soir. D'abord se joint à nous via Skype Milodi Mokharer, secrétaire général de l'Union marocaine du travail. Bonsoir Milodi Mokharer, merci de vous joindre à nous. Bonsoir et merci d'avoir invité le secrétaire général de l'UMT à cette émission pour éclairer l'opinion publique, particulièrement dans le monde du travail. C'était un peu logique que les syndicats soient représentés dans ce tour de table. Et je continue de présenter mon tour de table et pour représenter le secteur privé, le président de la commission sociale à la CGM, Hicham Zouanat. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci d'avoir invité la CGM à ce tour de table. Bienvenue à vous. En face, un expert en finances publiques, parce qu'il faudra financer tout cela, n'est-ce pas, professeur Hassan Rafi, et pour comprendre aussi, l'économiste que vous êtes, va nous expliquer s'il y a vraiment un impact sur la poche du contribuable et de ce SMIGAR après cette hausse annoncée donc par le gouvernement. Professeur Arafi, bonsoir à vous également et bienvenue sur ce plateau une nouvelle fois. Merci à vous et bonne reprise. Merci. On reprend sur les chapeaux de roue beaucoup de dossiers à traiter avec cette rentrée. Nous avons choisi de commencer par cette question du SMIC. Alors commençons par quelques chiffres et à commenter bien naturellement. Donc le SMIC augmente de 5% pour passer à 14 dirhams 81 l'heure, à 15 dirhams 55. Soit un salaire de 2 970 dirhams par mois, et ce donc à partir de ce mois de septembre. Une autre hausse est prévue pour le mois de septembre 2023. Et on va d'abord commencer par le SMIC avant de parler du SMAG, donc du secteur agricole. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une concrétisation de négociations. Vous êtes satisfait, Milodi Mokharer, par cette décision qui entre donc qui entre tout simplement dans le concret, dans le réel, à partir de ce mois de septembre, après cet accord signé le 30 avril dernier avec le gouvernement? Bon, tout d'abord, à l'UMT, nous avons pris acte que le gouvernement a honoré ses engagements en publiant les textes et les décrets dans les temps impartis. Bien sûr, comme je l'avais déjà dit, pour nous, en tant que mouvement syndical, on n'est pas satisfait de cette augmentation du SMIC. Faire passer le SMIC, il faut rappeler que le SMIC dans notre pays n'est pas mensuel. Le SMIC, il est horaire. Donc, vous travaillez vos horaires et vous êtes payé à cette somme que vous avez dit, 2 970. Donc, faire passer le SMIC de 14 dirhams à 81 à 15,55 pour 191 heures de travail, soit 44 heures par semaine, et donc 2 970 au lieu de 2 829. Excusez-moi le terme, mais ce sont quelques dirhams. Donc, le SMIC, rappelons-le, on n'est pas satisfait à l'UMT. Mais vous avez pourtant exprimé votre accord, c'est-à-dire qu'il y a eu accord en avril, cet accord tripartite avec le gouvernement, donc gouvernement, syndicat et représentants du secteur privé. Il y a eu un accord, donc vous avez accepté cette hausse de 5 plus 5%, donc 10% en tout sur un an. Nous avons paraphé l'accord.
mais cette augmentation ne satisfait nullement nos revendications et nos doléances pour un SMIC permettant à un salarié de vivre décemment. Dignement. Mais pourquoi vous l'avez signé? Pourquoi vous ne l'avez pas fait si vous n'êtes pas satisfait et que vous pensez que, vous qui représentez justement cette classe ouvrière, vous pensez que ça ne résout pas le problème et que ça ne répond pas aux revendications de cette classe ouvrière, Milodi Mokharer? Écoutez, c'est notre stratégie syndicale. Le gouvernement, après de longues et âpres négociations avec la CGM et le patronat, et là, nous comprenons le patronat parce qu'il veut réduire les coûts de travail. Donc, notre stratégie était d'acter et de revendiquer. Est-ce que vous pensez qu'avec droit 2970 dirhams, un ouvrier, et je rappelle ici, c'est très important, que le SMIC et que toute la littérature sur le SMIC, il est accordé à un salarié, à un ouvrier sans qualification professionnelle. Or là, nous voyons le monde du travail. Je vais revenir par la suite sur les chiffres de la CNSS. Combien de salariés sont déclarés au SMIC et moins que le SMIC? Nous voyons que même les métiers qualifiés, les ouvriers professionnels, même des universitaires, ils sont payés au SMIC. Oui. Donc, nous pensons que ce SMIC, et d'ailleurs les études entreprises au sein de l'UMT, ne permettent à un SMICard de survivre, donc un SMICard avec une femme et un enfant. Ils nous permettent de survivre que pendant 9 jours et en enlevant bien sûr le prix du loyer et les soins médicaux. Donc, c'est un SMIC encore dérisoire et pour nous, la revendication continue. Certainement. Vous avez parlé d'études, il y a une autre étude qui a été réalisée, plutôt une enquête qui a été réalisée par le Centre marocain pour la citoyenneté. Elle a été baptisée Baromètre citoyen et justement, elle met en évidence tout simplement l'insatisfaction des Marocains par rapport aux résultats du dernier accord tripartite du dialogue social. Nous y reviendrons. Je voudrais juste faire peut-être réagir le secteur privé. Hicham Zouanat, d'avoir une réaction par rapport à ce qui a été évoqué par le Milodi Mokharer, secrétaire général de l'Union marocaine du travail, et sur est-ce que le secteur privé est aussi insatisfait que les premiers concernés, à savoir les salariés au SMIC. Merci Khadija. Moi, je voudrais recontextualiser, remettre ça dans un contexte avec une temporalité assez logique pour ne pas être réducteur en termes d'impact sur les entreprises. Si on prend que les 2 derniers accords sociaux, 2019-2020, 5%, 10%, et 2022-2023, 5%, c'est pas que 20%, si on suit la logique des suites géométriques, c'est juste 25% en 4 ans, parmi les 5 dernières années. Et ça montre combien ça peut peser sur une entreprise. Et je conviens avec ces Mokharer que cela peut ne pas être suffisant pour un ouvrier. Et ça, c'est un autre débat. Deuxième chose, pour recontextualiser, pour l'entreprise, ce n'est pas un sujet qu'on peut traiter à part. L'augmentation de SMIC doit être située dans le cadre du package qu'on a négocié et ce que la CGM a pu obtenir en termes d'engagement futur, d'amélioration de la productivité, de la conflictualité et de l'environnement des affaires à travers la réforme du Code du travail et la promulgation de la loi sur la grève. Donc plus ou moins, on est, je dirais, fidèle à ce qu'on a signé il y a 4 mois. On est satisfait avec le sens de la responsabilité et du devoir et fier d'avoir contribué un tant soit peu à atténuer les impacts de cette crise sur nos salariés. Vous parlez de la crise, l'inflation ? Les 2 crises successives, que ce soit la pandémie et que ce soit, je dirais, la crise géopolitique qui a entraîné des augmentations de prix, une volatilité, une inflation. Mais ceci étant, la vraie réponse est une réponse plurielle parce que la CGM n'est pas une seule structure. On fait la synthèse au niveau de la Confédération, nous, mais c'est 3 types d'entreprises. C'est des PME, PMI, les PMI à peu près 92%. Et pour ces PME, PMI, c'est vrai qu'ils peuvent sentir cette augmentation comme une charge directe qui va gréver leur structure de coûts et qui peut même, je dirais, impacter l'avenir. Et il y a une étude qui a montré que 66%, les 2 tiers des PMI sont fragiles à ce genre de décision. Et puis, nous avons des PME qui constituent à peu près 6% du tissu économique. Et là, plus ou moins, ils peuvent supporter si on arrive à avoir encore de la marge à répercuter.
Après, nous avons les grandes structures qui, pour eux, cette augmentation de prix s'inscrit plutôt dans une logique d'investissement sur le capital humain avec une vision noble de RSE et ils appliquent le sentiment, plutôt la logique de retour sur investissement. Mais la réalité, elle est entre les deux. La réalité, c'est que... On parle bien de la moitié des salariés dans le privé ici, exactement, qui sont déclarés à la CNSS. Tout à fait. Mais la logique, c'est entre les deux. C'est que nous avons signé cet accord avec ses droits et ses obligations, des engagements mutuels dans lesquels on assume pouvoir augmenter le SMIC sur 2 ans, mais on attend beaucoup en retour en termes de modernisation de notre législation sociale, de la compléter pour pouvoir impacter la productivité, diminuer la conflictualité et améliorer l'environnement des affaires, ce qui peut être salutaire pour nos entreprises. Et ce très épineux dossier du Code du travail. Tout à fait. Nous y reviendrons. Professeur Alafi, alors, avant de parler de l'impact, je vais peut-être d'abord vous faire réagir sur cette hausse. Ces hausses, finalement, qu'a rappelé Hicham Zouanat, c'est une bonne chose, oui, mais jusqu'à quel point est-elle réellement bénéfique aujourd'hui, compte tenu du contexte, hein? Bon, en termes absolus, on ne peut que saluer cette augmentation de la part des autorités. Mais en termes relatifs, il faut qu'on recontextualise aussi les choses en prenant en considération plusieurs éléments. Le premier élément qu'il faut prendre en considération, c'est le taux de l'inflation qui a grimpé d'une manière extravagante. On était toujours entre 2 et 3%, nous sommes aujourd'hui à plus que 6. 7,7. Bon, elle était de 6,5. Enfin, l'indice des prix à la consommation, mais ce n'est pas vraiment l'inflation. Voilà. Le plus important, ce n'est pas uniquement ce que vous recevez, mais combien vous dépensez. Et donc, il faut mettre les choses dans ce contexte. Également, il y a un autre phénomène, c'est que l'État il est en train de se désengager de pas mal de services publics. Et donc, ces services publics sont supportés par les ménages. Ils sont devenus payants, surtout pour les services basiques. Aujourd'hui, si on prend Rabat, plus que 70% des ménages, ils inscrivent leurs enfants dans des écoles privées avec des charges non déductibles. Et donc, ce sont des choses qui ne sont même pas prises en considération dans la déduction fiscale ou dans leur positionnement fiscal. Et donc, ça, c'est une question aussi que j'aurais aimé que le dialogue social aurait dû la prendre en considération en discutant. Parce que l'augmentation est toujours brute. Il y a des abattements, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en considération. J'aurais aimé qu'on discute qu'il y a... Mais le SMIGAR n'est pas soumis à l'IR, à l'impôt sur le revenu. Il est exonéré, déjà. Il est exonéré, certes, mais il ne veut pas rester SMIGAR toute sa vie. Mais de toute façon, je pense qu'il y a un concept qu'on utilise dans les finances qu'on appelle l'impôt négatif. L'impôt négatif, c'est-à-dire que l'État, il n'intervient pas uniquement pour accorder des déductions fiscales ou des choses pareilles, mais aussi pour subventionner, pour appuyer le pouvoir d'achat des ménages. Vous pensez que la hausse du SMIC, c'est un appui au pouvoir d'achat, concrètement? Alors moi je dis qu'il fallait changer un peu la centralité réflexive de cette situation. D'abord, on parle du SMIC, c'est comme que le Maroc, elle est unique. La population de Rabat, c'est comme la population à Tiznit, à Tirin. J'aurais aimé que ce SMIC dont on parle, qu'il soit territorialisé, qu'il prend en considération les taux de croissance économique au niveau des pays. On ne peut pas comparer Rachidia avec ce niveau de vulnérabilité et de pauvreté avec Rabat ou avec l'axe Rabat-Casa. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'il faut intégrer parce que l'important, ce n'est pas 5%, 10%. L'important, parce que quelle est la philosophie ici? Appuyer le pouvoir d'achat de la population pour que cette somme d'argent qu'on donne aux citoyens marocains lui permet une vie décente. Une vie, bon, je suis en train de rêver avec 3 500 dirhams, etc. Ça, c'est pour les privés, pour les fonctionnaires.
Pour le privé, on n'est pas encore à 3 000 dirhams. Je vais revenir aux fonctionnaires. Moi, je parle d'une manière générale. Oui. Mais pour la fonction publique, j'ai d'autres choses à dire. Oui, certainement, j'en doute pas. Mais est-ce que vous pensez, professeur Arafi, puisqu'on parle de ce dialogue social, je vais poser la question à vous tous aujourd'hui, je commencerai par vous. Est-ce que vous pensez que c'est une décision socio-économique, donc pour, comme vous dites, appuyer ce pouvoir d'achat, ou c'est une décision socio-politique, ou politique tout court? Oui, pour moi, c'est la même chose. Parce que, non. Politique. Socio-économique, ce n'est pas les mêmes... Parce que malheureusement, on a donné au vocable politique une connotation péjorative. Même dans une institution qui est le Parlement, par le premier responsable du gouvernement. Politique, c'est une bonne chose. On ne doit pas la diaboliser. Quand je fais la politique, c'est les politiques publiques. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner des directives. Ces directives, mais on s'entend quand je dis politique. Mais politiste, oui. Mais politique, moi, c'est un terme noble. C'est pas un terme, c'est un terme péjoratif. C'est un terme noble. Donc, quand je dis politique, c'est la politique économique, la politique. Oui, moi je sociale aussi. Moi, je suis khaldunien, de Ibn Khaldun, moi, dans cette philosophie, en considérant que la politique, c'est quelque chose de bien. Mais c'est pas quelque chose. Mais malheureusement, elle est devenue le synonyme des connotations négatives, les synonymes des zizanies, etc. Bon, pour moi, le fait de créer un bon mixage entre le social, entre l'économique, c'est ça le plus important. Parce que derrière ces décisions, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche la paix sociale. Je pense que tout gouvernement dans le monde, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait la paix sociale. Mais pour chercher cette paix sociale, il y a une équation connue. Il y a d'autres gouvernements qui cherchent l'épanouissement du citoyen et contribuable. Pour moi, la paix sociale, dans son sens global. Il y en a d'autres qui brassent de l'électorat. Enfin, ça dépend, de toute façon. Vous savez et ça, c'est mondial, c'est pas propre au Maroc. Nous ne sommes pas un pays riche, nous ne sommes pas un pays rentier. Notre budget, c'est une facture dans la mairie de Paris. Nous ne sommes pas riches. Donc, ce que nous cherchons, c'est que notre cagnotte budgétaire ou les disponibilités de Maroc soient réparties d'une manière équitable et acceptée par toute la population. Je ne fais pas du populisme, mais tout gouvernement dans le monde ne cherchait que ceci. Donc, avec les moyens. Bon, si on ne peut pas être riche, on ne peut pas être riche, il faut travailler. Et c'est la raison pour laquelle il faut renverser l'équation et pour dire, je cherche la paix sociale. De quoi j'aurais besoin? J'aurais besoin de développement. Pour réaliser le développement, j'aurais besoin de la croissance économique. Pour réaliser de la croissance économique, j'ai besoin des capitaux. Ou j'ai besoin des moyens de production. Les moyens de production, il y a le capital, il y a le travail, il y a l'argent. Et donc, il faut que je travaille sur ces trois créneaux en même temps. En même temps, il faut que j'aie un employé qualifié, un employé qui est stable psychiquement, il accepte et qu'il y ait un respect mutuel avec son employeur. Il faut que j'aille un capital, que ce soit intérieur ou extérieur. Il faut que j'aille à des infrastructures. Sinon, il faut chercher ailleurs. Parce que ce que nous sommes en train de véhiculer aujourd'hui comme langage, nous ne sommes pas les seuls, nous en sommes pas uniquement les seuls destinataires. Il y a le capital étranger qui est en train de nous écouter. D'où cette question du code du travail, parce qu'elle est très essentielle dans le doing business, dans le climat des affaires. Je dis toujours, il faut être comme Balzac. Il ne faut pas être simple, il ne faut pas être simpliste, il faut être simple. C'est ça. On ne doit pas réduire cette question d'augmentation uniquement à son sens quantitatif, à des restrictions budgétaires, etc. Mais il faut la mettre dans son contexte politique. Politique. Alors, décision sociopolitique ou socio-économique? Je vous pose la même question, Milodi Mokharek. Et aussi, est-ce qu'il y a eu une démarche scientifique pour vraiment établir ce taux de 10%? Écoutez, que ce soit politique ou social, c'est pour nous syndicalistes, le fait est là. Donc, pour encore éclairer l'opinion publique, il faut savoir que 70% des salariés déclarés à la CNSS sont déclarés SMIC et moins. Donc, d'où l'importance de cette population et d'où la précarité de ce genre de salariat. Imaginez 70% des salariés déclarés à la CNSS. Il faut dire aussi que 45%
des femmes touchent moins que le SMIC. Le SMIC, oui. Alors, surtout dans certains secteurs, on n'a pas honte de le dire, dans le secteur textile, confection et services. Donc, cette catégorie de SMICards est importante, d'où la définition de ce SMIC, pas au pif, mais d'une façon scientifique. Il est de tradition dans plusieurs pays de discuter pour déterminer le SMIC du panier de la ménagère. Il ne faut pas comme ça venir d'en haut et faire du marchandage. Est-ce qu'on donne du 8, du 10, du 5? De combien a besoin un travailleur pour vivre décemment, lui et sa famille? Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait dans notre pays. Ce sont des agrégats qui échappent à toute réalité scientifique. Nous parlons maintenant du SMIC. À l'UMT, nous avons toujours revendiqué, et nous allons continuer à revendiquer ce qu'on appelle l'échelle mobile des salaires. L'échelle mobile des salaires du SMIC et des autres salaires. À chaque fois, et d'ailleurs c'est prévu dans plusieurs articles du Code du travail qui malheureusement n'a pas été appliqué par les deux gouvernements qui se sont succédés sur la chose publique. À chaque fois qu'il y a augmentation du coût de la vie, automatiquement, les salaires doivent suivre. Donc, c'est l'échelle mobile des prix et des salaires que nous cherchons et qu'on doit instaurer dans notre pays face à l'effritement du coût de la vie et à l'augmentation vertigineuse des produits de première nécessité. Donc voilà, ce n'est pas calculé d'une manière scientifique, mais c'est décrété selon un marchandage. Je sais que c'est difficile pour les entreprises qui ont traversé cette période Covid très difficile. Donc avec cette reprise, déjà le gouvernement il a fait un pas de réunir les partenaires sociaux autour d'une table. C'est un pas. C'est un dialogue social qui a été suspendu pendant plusieurs années, en effet. Oui, dites. Pour sortir de la notion de SMIC, certes, nous nous sommes mis d'accord sur une augmentation de 10% répartie en deux tranches, 5 plus 5. Mais qu'en est-il des autres salaires supérieurs au SMIC? Eux aussi, nous y reviendrons. Nous reviendrons sur cette question de revalorisation des autres salaires. C'est très important. Mais je voudrais juste faire réagir aussi le secteur privé, donc Hicham Zouanet, par rapport à cette indexation des salaires sur les prix. Est-ce réaliste, compte tenu du contexte que vivent les entreprises marocaines ou de par le monde, mais aussi, vu que nous sommes au Maroc, on parle de notre cas, est-ce que c'est réaliste? Moi, je voudrais juste, et je vais vous répondre, donner plus de clarté sur le revenu d'un SMICard. Le revenu d'un SMICard n'est pas le SMIC, qui sera de 3111 dirhams en septembre 2023. C'est plutôt 3111 et à peu près 900 dirhams s'il a 3 enfants. Ce sont les allocations familiales que paye à 100% uniquement l'employeur. Parce que le salarié paie également des cotisations pour sa retraite. Donc, pour un SMICard qui a 3 enfants, il a 4000 dirhams à partir de septembre 2023. Ça veut dire que les allocations familiales constituent le 1/4 quand même de son revenu et on a tendance à oublier ce revenu global. Deuxièmement, et pour répondre à votre question, indexer automatiquement les salaires sur les prix peut être un rêve et peut être une chimère dans la mesure où on a un Maroc pluriel, où le logement à Tinrir n'est pas le logement à Casablanca, et donc les augmentations de prix ne sont pas de façon homogène réparties. Donc la première difficulté auquel on se fait, je dirais, violence, c'est cette disparité territoriale. Est-ce qu'il ne faudrait pas, il y a une disparité aussi entre les prix et les salaires, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser la vapeur et indexer les prix aux salaires? C'est ça ce que je souhaiterais développer, s'il vous plaît, oui, parce qu'on ne doit plus raisonner en termes de revenus. Je crois que c'est Mohamed l'a dit, c'est Hassan aussi. Désormais, le vrai marqueur, le vrai curseur, c'est le pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, il permet de neutraliser
la volatilité des prix et bien sûr l'inflation. Et il permet également de neutraliser la prise en charge de l'État. C'est un des objectifs annoncés par le gouvernement, par l'exécutif, c'est que justement c'est pour soutenir le pouvoir d'achat. Alors revenons à cette histoire de pouvoir d'achat. Sur les 15 dernières années, qu'est-ce qu'on a vu de manière insidieuse au niveau des entreprises se passer sans pourtant que ce soit une politique déterminée à vouloir impacter l'entreprise. Sur les 15 dernières années, nous avons vu un désengagement progressif de deux composantes de l'État, le gouvernement et les collectivités locales. Le gouvernement sur 3 sujets qui sont l'éducation. On a voulu, peut-être avec une bonne intention, donner au secteur privé d'investir dans ce domaine et rapidement on va atteindre 20%. Sauf qu'on a oublié que rapidement les professeurs, les meilleurs professeurs passent rapidement du public au privé parce qu'il y a une logique d'attraction des salaires dans les privés. Et du coup, les écoles publiques ont été désertées par les familles. Et je gère les ressources humaines depuis 30 ans. J'ai vu des employés, des ouvriers faire basculer leurs enfants pour payer 600, 700 dirhams alors qu'ils n'ont pas les moyens. Exact. Mais ceci, il a un transfert de charge vers l'entreprise parce qu'in fine, que ce soit pour ses frais de scolarité, que ce soit pour la santé, la même chose. On a voulu que le privé investisse, contribue, mais là aussi, les meilleures ressources et compétences dans le secteur de la santé passent dans le secteur privé et on se retrouve avec non seulement ce volet qu'on déserte les hôpitaux publics, mais également le fait que on n'a pas actualisé ce qu'on appelle la nomenclature des actes médicaux et on se retrouve avec un montant à charge qui reste pour le salarié difficile à payer. Et tout ceci se retraduit dans les polices d'assurance et dans l'AMO et on se retrouve avec des entreprises qui payent et l'AMO et les assurances. Finalement, c'est un transfert de charges par l'entreprise parce que l'entreprise ne peut pas laisser une conflictualité se développer. Et si je pars vers les collectivités locales et les mairies, la même logique sur les transports. Les transports publics sont dans un état où les gens les désertent, leur prix, il n'est pas un miroir à la qualité, et la même chose sur l'énergie qui est un autre sujet avec un volet fiscal assez difficile. Donc finalement, sur 15 ans, on a de manière, je ne sais pas, sans s'en rendre compte, les entreprises marocaines commencent à prendre en charge là où l'État doit être présent en termes de fonctions régaliennes, et ceci impacte énormément les entreprises. On fait du transport public, on prend en charge les 2 types d'assurance, on commence à payer des frais de scolarité, et comme a dit Hassan, au moins lorsque l'État s'est désengagé, a voulu se désengager partiellement de l'éducation en donnant au privé, on doit réfléchir qu'il y a un gain en termes d'investissement sur ce volet-là, et qu'on peut imaginer un transfert vers les entreprises, ou vers les salariés, même en termes de déduction au titre de l'IR, ce qu'on a fait sur la politique de logement. Or, ça n'a pas été fait. Et encore une fois, ça concerne les non-smigards, parce que les smigards ne sont pas concernés par l'IR. Et je parle surtout de la classe moyenne. Et si on veut faire des déductions, on va toucher les gens qui ont entre 4 000 et 10 000 dirhams. Est-ce qu'on parle de ces gens-là justement, est-ce que vous pensez qu'à cause de l'inflation, ces salaires-là ne devraient pas être également revalorisés? Alors, je vous réponds rapidement par deux réponses. Automatiquement, il y a un effet de répercussion sur ceux qui n'étaient pas smigards, mais qui étaient déjà à 3 100, 3 200. Automatiquement, on ne peut plus les laisser comme smigards. Les entreprises sont poussées à le revaloriser par 3, 4, 5%. Etc. Autre sujet, que c'est Mohamed le sait, presque toutes les entreprises multinationales et grands groupes privés, ils ont une forme de protocole d'accord annuel, des négociations qui permettent de revaloriser de manière annuelle sans aucune obligation. Et il y a même une enquête qui suit ça. Mais je conviens avec ces Mouhawer que, mis à part ces grandes structures, les autres entreprises, les PME, PMI, qui souffrent sur le plan financier, ne revalorisent pas beaucoup de manière systématique jusqu'à ce qu'il y ait cette forme d'augmentation de SMIC. Parlons de l'impact. Est-ce qu'il y a un réel impact sur le pouvoir d'achat, sur l'économie, sur l'inflation? Je voudrais remonter avec vous, revenir avec vous sur la courbe de Phillips, et qui, en fait, j'ai envie de dire, déconstruit cette relation de cause à effet qu'en augmentant les salaires, on baisse l'inflation. C'est contraire selon cette analyse historique anglaise, britannique. Oui, qui n'est pas sans connaître, bien naturellement, professeur Arafi. Qui est associé au carré magique de Ricardo, mais on ne va pas... Non, on ne va pas là-dedans, mais en tout cas... les téléspectateurs par les écraser par notre savoir macroéconomique. Non. On n'est pas là pour faire des cours. Mais on est là pour un peu de pédagogie, pour expliquer justement. Voilà, exactement. Alors, le grand problème du Maroc, c'est quoi? Parce que
cette question d'augmentation de salaire, dialogue social, etc., si on le lie à la question économique, il faut le lier à deux paramètres essentiels qui bloquent notre économie. C'est la rentabilité et la compétitivité. Il y a des rapports sur... Je rajouterai un troisième, l'informel. Hein. Bon, quand je dis la compétitivité, l'informel, en fait la partie, rentabilité, tout à fait. Parce que alors, c'est vrai que l'État, à travers son pouvoir réglementaire, à travers son leadership, il doit assurer un équilibre entre l'employé et l'employeur. C'est sa fonction. On a un ministère de l'Emploi, ce n'est pas pour créer de l'emploi, mais créer les conditions favorables à l'emploi. D'accord ? Mais les deux problèmes, à mon avis, de notre économie, en sus de celui du financement, c'est la rentabilité. Quand je dis c'est la rentabilité, lorsque l'employeur paye un salarié, est-ce qu'il a un retour sur ce qu'il paye comme un facteur de production? Ça aussi, il faut intégrer l'élément de la formation, de la compétitivité. M. Mokharir vient de dire une chose extrêmement... Moi, c'est la première fois que je l'entends, mais il m'a stupéfié. C'est que aujourd'hui, normalement, les SMIC, ils sont destinés pour des personnes non qualifiées. Mais lorsqu'on a des universitaires, on a des personnes qui ont un niveau d'instruction, qui ont des formations, minimum, oui. Ils sont en train de recevoir un salaire de SMIC ou moins. Cela vous a vraiment étonné, professeur Arafi? Moi, personnellement, ça ne m'a pas étonné. D'ailleurs, le chiffre qui m'a étonné. Le chômage frappe de plein fouet cette catégorie-là. Je sais que c'est un système. Mais de quelle rentabilité parle-t-on? De quelle rentabilité parle-t-on? C'est ça parmi les raisons de la diminution de ce qu'on appelle PTF, production totale des facteurs, qui est un facteur très très important pour le développement du pays. C'est que, est-ce que cet employé, on lui donne les conditions favorables pour qu'il puisse être rentable, financièrement, pédagogiquement, formation, accompagnement, stabilité sociale, etc. Le deuxième problème, c'est la compétitivité. L'entreprise doit être compétitive. Mais l'entreprise ne peut pas être compétitive uniquement par stratégie commerciale et son branding s'il n'agit pas dans un environnement qui protège le climat des affaires. Et parmi les choses, vous savez que l'investisseur que Sa Majesté avait sollicité dans ses discours pas mal de fois, dans celui, le dernier. 20 août, oui. Oui. Il a deux questions auxquelles il fait beaucoup d'études, mais il y a deux questions principales qu'il pose. Combien je gagne? Il fait son calcul théorique pour trouver les évaluations ex-ante sur le plan commercial, stratégique, financier, etc. Il y a une de consommée, c'est l'État qui va accueillir son capital qui doit répondre à cette question. Quelle est la certitude de la réalisation de ces hypothèses qu'il avait calculées pour décider d'investir? Ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que l'État... Est-ce que l'État peut... Oui, comment l'État peut donner confiance? Parce que c'est une question de confiance. Oui, bien sûr. L'investisseur incertitude, c'est manque de confiance. Ne peut pas investir dans un pays où l'employé n'est pas qualifié. L'employé n'est pas protégé. L'employé n'est pas rentable. Est-ce que vous pensez que la reprise ou la révision du Code du travail va encourager ou au contraire va jouer en défaveur de l'investissement? C'est une question qui se pose. C'est vrai que l'infrastructure juridique, elle est toujours importante. Mais est-ce qu'on la respecte? C'est ça le plus important. On a des fois des lois qui sont fabuleuses. Notre législation n'est pas aussi médiocre. Elle est bien, elle est perfectible. C'est un monument perfectible qui évolue avec le temps. Peut-être il y a une règle juridique à laquelle on réfléchit aujourd'hui, mais il est applicable dans 10 ans, suivant les considérations d'opportunité. Mais le plus important, maintenant, est-ce qu'il y a une assurance, même avec cette augmentation, est-ce qu'il y a une assurance que les entreprises ils vont la respecter? Ils vont obtempérer à respecter cette augmentation de pain. Et ça, c'est tout le dispositif de règle. Le SMIC. Non, je peux vous rappeler rapidement. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. Voilà. Le référentiel de la CNSS, il est tellement paramétré que si vous voulez ne pas l'appliquer, il n'est pas accepté. Et je vous dis que, vous savez que les bordereaux de déclaration il y a ce qu'on appelle les externalités. En économie, on utilise un autre terme qui est l'externalité négative ou les anticipations rationnelles de l'opponent. Lorsque des entreprises ils vont voir qu'ils ne peuvent pas supporter cette charge, bonjour. Ils passent à l'informel. Exactement, ils passent à l'informel, ils passent au recrutement d'intérimaires, etc. Je suis en train de faire allusion à ceci
Parce qu'avant de prendre une décision, il faut s'inscrire dans la propre logique de celui avec qui vous négociez. Et donc, l'opérateur, il est en train de faire des petits calculs, parce qu'on n'a pas des stratèges. Hein. On a des personnes qui calculent. Ils voient que la marge, elle dépend de ce qu'ils donnent aux ouvriers. Et donc, elle essaie le plus autant que possible. Est-ce que la relation est positive? Je vais juste revenir à cette question, parce qu'il nous reste un peu moins du tiers du temps de l'émission. Je repose la même question que je vous ai posée il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y a une relation positive ou négative entre la hausse des salaires et l'inflation? Écoutez... ou négative comme la courbe C'est très de Philippe. difficile à démontrer ceci, parce que pour le cas du Maroc, on va faire des études économétriques anticipatives. Mais aujourd'hui, je pense que le Maroc, la maîtrise des prix ou la politique inflationniste ne dépend pas uniquement des salaires. Elle dépend de Banque el-Maghreb. Il dépend de la politique monétaire de Banque el-Maghreb. Mais Banque el-Maghreb dit qu'il y a un impact négatif sur l'économie de la hausse du SMIC. Selon une étude de Banque el-Maghreb, la hausse du SMIC pourrait entraîner un effet négatif. De toute façon, on attend à ce qu'il y ait une hausse du taux directeur, parce que c'est comme ça qu'on va juguler l'inflation, concrètement. L'inflation, historiquement au Maroc, c'est parmi les politiques les plus réussies. Pourquoi on dit ceci aujourd'hui? Depuis toujours, le Maroc avait opté pour une politique anti-inflationniste. Exact. Pourquoi on va aujourd'hui endosser les problèmes du Maroc sur l'augmentation de cela? Je pense que c'est une équation mathématique sans démonstration. Moi, je crois que lorsqu'on augmente les salaires sur les entreprises, on a deux situations qui se présentent. Il y a des entreprises qui ont encore des marges de productivité et qui ne répercutent pas toutes ces augmentations sur les prix de vente, et on a d'autres qui n'en ont et qui sont enclins et contraints à répercuter. Je crois, là, on a encore des marges de productivité à racler des tiroirs en termes de cost-killing pour ne pas toucher les prix. C'est quelque chose qui est assez salutaire pour l'économie marocaine. Mais lorsqu'on rentre dans une logique de répercussion de 100% des augmentations des facteurs de production sur les prix de vente, on rentre dans la logique que vous connaissez de Albin Phillips, qui est plutôt néo-zélandais et qui met une relation directe entre l'inflation et l'emploi. Donc c'est une bonne chose. C'est deux. Quand vous arrivez à... Deux écoles différentes, oui, absolument. Mais vous parlez de cost-killing, et justement, je voudrais revenir, vous avez parlé de l'informel tout à l'heure et de l'impact de cette décision sur les prochains recrutements. Est-ce qu'il n'y aurait pas un impact négatif? Est-ce que, justement, l'entreprise, pour éviter de payer plus ou avoir plus de charges, va augmenter la part, par exemple, des intérims? Et ça n'aide pas l'économie, encore moins l'emploi. Lorsque cette hausse des prix ne vient pas effriter les marges d'entreprise, c'est-à-dire elle a encore des marges de productivité, sans toucher à ces marges, elle ne touche pas l'investissement. Lorsque ces augmentations des intrants et des facteurs de production viennent bouffer une partie des marges, ça impacte directement l'investissement et ça impacte l'emploi futur. Oui, mais une partie est déjà impactée par la hausse des prix des matières premières, des transports, du fret, etc. Donc il reste la masse salariale. Mais là aussi, la réponse est plus réelle, parce que vous avez des entreprises qui ont tiré profit de ces augmentations, il y a des entreprises qui ont tiré profit de la pandémie, il y a des entreprises qui ont tiré profit des crises, mais pour les entreprises qui sont vues uniquement subir ces augmentations sans aucune augmentation de leur prix de vente, et la conjoncture n'est pas bonne sur leur carnet de commandes, bien sûr, elle va impacter automatiquement leur investissement et l'emploi. Et compte tenu du contexte surtout actuel, inflation et incertitude, les deux. Oui. Miloudi Mouharek, vous voulez peut-être réagir avant que je vous pose une question, et notamment sur cet impact sur le recrutement. Vous pensez que ça risque de jouer en défaveur de la formalisation de l'économie marocaine, ou vous pensez qu'au contraire, cela ferait adhérer à tout simplement avoir des statuts de... Oui, dites-moi. Écoutez, je ne pense pas que cette modique augmentation va avoir une répercussion sur la structure de l'emploi au Maroc. L'informel est un autre sujet que les pouvoirs publics doivent combattre par d'autres mécanismes.
Donc l'UMT ne représente pas les travailleurs de l'informel? Pourquoi? Nous avons beaucoup d'adhérents du secteur de l'informel. Et donc, nous revendiquons pour eux à ce qu'ils soient intégrés dans le secteur structuré et bien sûr que l'État donne des incitations fiscales avec des filets sociaux de sécurité, mais jusqu'à présent, l'État n'a pas pris en considération ce secteur. Il y a la CGM, en coordination avec l'UMT, qui crie haut et fort que le secteur informel fait de la concurrence déloyale au secteur structuré et que le moment est venu pour justement combattre le secteur informel. Moi, je pense qu'il y a un autre axe à développer au-delà de cette notion de SMIC, car pour nous, une entreprise qui paie les salariés au SMIC est une entreprise socialement non responsable. Ce ne sont pas, comme ces 3 000 dirhams qui vont permettre à un salarié de survivre. Bon, mais il y a ce qu'il y a. Mais si vous permettez, au lieu de se focaliser sur le SMIC, mais qu'en est-il des autres salaires? Normalement, ce qu'on avait convenu avec le chef du gouvernement lors du paraphe de cet accord du 30 avril ou du 1er mai, c'est qu'au mois de septembre, que des négociations sectorielles soient ouvertes. Car nous, on ne défend pas uniquement les SMICards. Le coût de la vie a augmenté pour l'ensemble des salaires. C'est ça. Normalement... Donc vous pensez normalement, Milodi Mokharek, vous pensez que, et j'ai posé la question tout à l'heure à Hicham Zouanet, vous pensez que après cette hausse du SMIC, les autres salaires devraient être revalorisés dans la foulée? C'est la logique même. C'est la logique même pour plusieurs raisons. Oui, mais il y a une autre logique qui est liée au contexte. Excusez-moi. Il y a une autre logique qui est liée au contexte actuel que nous vivons, qui est l'inflation, qui est l'incertitude économique, qui est tous ces facteurs-là qui font que comment une entreprise pourrait envisager, je ne fais pas là l'avocat du diable, mais comment une entreprise peut envisager d'augmenter tous les salaires en sachant que les marges s'amenuisent, comme on vient de l'expliquer. Vous, par exemple, à la chaîne de Midi 1 TV, les prix ont augmenté de première nécessité, les frais de scolarité, de transport. Est-ce que les journalistes de votre chaîne ne méritent pas d'être augmentés et que leur salaire soit révalorisé? Mais c'est pour ça que je vous dis, absolument. Vous pensez donc qu'une revalorisation des salaires est obligatoire maintenant, de tous les salaires, pas que les SMIC? Écoutez, la Khadija. Oui, c'est Milodi. Au-delà des analyses, ça m'a rappelé mes cours d'université. J'ai entendu encore une fois Alfred Ricardo et les autres. Écoutez, madame, normalement, les autres salaires doivent suivre l'augmentation du SMIC. C'est dans tous les pays du monde comme ça. D'abord, comme j'ai dit, les prix ont augmenté pour tout le monde. Absolument. Deux, pour conserver ce qu'on appelle la pyramide des salaires, un SMICard augmenté de 2970 au lieu de 2829, l'autre qui était à 2900 et à 3000. Donc, les salaires doivent conserver cette pyramide. Donc, vous pensez qu'il faut indexer les salaires au prix, à la consommation? C'est-à-dire, par exemple, je m'explique, s'il y a une inflation à 7%, il faut avoir une augmentation généralisée des salaires dans le meilleur des mondes non, on ne peut de pas, 7%. Madame. Moi, je comprends même le patronat. On ne peut pas décréter une augmentation d'en haut de 5% pour tout le monde. Il y a un autre mécanisme que l'UMT a proposé au chef du gouvernement et dont il a pris acte. Et normalement, ça devrait commencer fin septembre, début octobre. C'est d'ouvrir des négociations sectorielles, secteur par secteur, avec les délégués syndicaux et avec les délégués du personnel, pour répercuter et rattraper l'augmentation du coût de la vie.
Ça peut être 5, 6, 7. Donc, et c'est là ce que nous recommandons. Hicham, tout à l'heure, a parlé des protocoles et des conventions collectives. Dans le secteur privé, c'est un outil important et c'est ce que l'UMT revendique. Au lieu que l'État décrète d'en haut, il faut encourager les négociations sectorielles et donc normalement, pour conserver, comme j'ai dit, cette pyramide des salaires, cette augmentation au plus peut être répercutée sur les autres salaires. Alors, oui. Après, ça dépendra de la volonté de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire l'État ne peut pas intervenir là-dessus. Non, si, il peut intervenir. Et d'ailleurs, c'est prévu dans le Code du travail. Comment? Et même avec des incitations au niveau des entreprises qui concluent des accords ou des conventions collectives. Et c'est là vraiment la modernisation de l'outil dans le monde du travail, de la gestion des ressources humaines. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un chef d'entreprise de lui-même va décréter, va donner une augmentation générale il faut qu'il y ait cette culture que d'ailleurs la CGM, moi j'ai eu à le constater dans plusieurs secteurs, encourage. Pendant cette période de crise de 3 ans, Covid et crise économique, qu'on ne va pas nous dire que toutes les entreprises ont souffert de la crise. Au contraire, il y a des entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent, énormément d'argent. Je ne vais citer qu'un seul secteur, c'est le secteur des produits pharmaceutiques. Là, je voudrais saluer les chefs d'entreprise de ce secteur qui ont une convention collective avec l'UMT et qui ont déjà commencé à négocier des augmentations de salaire pour les employés et les cadres des produits pharmaceutiques. Également pour les entreprises de grande surface. Vous voyez, il faut qu'on intériorise dans notre pays. Il y a le SMIC qui est un minimum garanti. D'ailleurs, même l'appellation SMIC, c'est le salaire interprofessionnel garanti. C'est ça. Il faut propager cette culture de négociation sectorielle, secteur par secteur, pour partager les fruits de la croissance de l'entreprise. C'est ce que vous faites au niveau de l'UMT, Simo Kharek. Vous avez cette approche sectorielle, voire même cette approche régionalisée? Exactement, nous sommes pour cette approche sectorielle que les secteurs négocient avec leurs délégués et même sur le plan régional, en prenant en compte les spécificités des secteurs ou de la région concernée. Très bien. C'est une nouvelle culture que nous devons propager. D'ailleurs, aux États-Unis, il n'y a pas de code du travail écrit. Ce sont les accords sectoriels qui font foi. Et donc, ça prend en considération les spécificités du secteur ou de la région. Et c'est une bonne chose. Milodi Mokharek, je fais réagir Hicham Zouanat rapidement. Et puis un dernier mot sur le Code du travail, sur la réforme du Code du travail. D'abord, je voudrais juste souscrire à 100% à tout ce qu'a dit Simo Kharek. Au niveau de la CGM, c'est notre culture. C'est une culture de négociation et de droit conventionnel, au-delà de voir l'État à chaque fois intervenir dans les différents étages. Et je voudrais saluer... C'est une bonne chose qu'il y ait l'entente, une très bonne entente entre le secteur privé et les représentants du syndicat? Et je crois que quand on prend des pays qui ont réussi sur le plan social et des performances économiques de leurs entreprises, c'est des pays qui ont développé les conventions collectives, les accords de branche, et je dirais l'Allemagne, le Japon, les pays en Allemagne d'ailleurs, les syndicalistes font partie du COMEX. Ils assistent aux réunions de direction. Je voudrais vraiment dire que c'est la meilleure, et je voudrais saluer Simo Kharek et l'UMT au passage, au même titre que ce qu'il a fait il a dit pour l'histoire de l'industrie pharmaceutique. L'UMT a été d'un niveau de maturité élevé lorsqu'ils ont renégocié certains accords pour l'industrie automobile. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là uniquement pour demander des conventions collectives vers le haut. Lorsque l'entreprise et surtout le secteur de l'industrie qui ont vécu une double crise de semi-conducteurs et sanitaires, ils étaient là pour renégocier certains accords pour sauvegarder l'emploi plutôt qu'à chaque fois aller vers des augmentations. Code du travail, dernier mot.
Code du travail, je crois que c'est un chantier qu'on devra ouvrir très prochainement. Nous ne souhaitons pas le faire avec une démarche, je dirais, top-down, mais plutôt une démarche collégiale, bottom-up, très consensuelle et avec une consultation pragmatique avec nos partenaires sociaux. Et je crois qu'il y a maturité après 20 ans de promulgation. J'ai envie de vous dire que est-ce qu'on est encore dans le temps de négociation et de consultation? C'est parce qu'en réalité, on n'a pas encore ouvert ce Code du travail. Et je vous rappelle que des pays comme la France, qui sont des pays similaires en termes de sources de droit chez nous, qui sont des pays socialement difficilement gouvernables sur le plan, parce qu'ils ont plus ou moins la même architecture que nous, ils ont révisé leur Code du travail ces 5 dernières années 3 fois. Je rappelle la loi El Khomri, les ordonnances Macron, et puis la loi sur les relations sociales de Muriel Pénicaud. Et d'un côté, il faut satisfaire la classe ouvrière ou les salariés de manière beaucoup plus générale, ou l'investisseur, parce que c'est là où le bas blesse. C'est là où la triptyque doit jouer avec son alchimie et être très équilibrée en capitalisant sur ce qu'a ramené ce Code du travail et en essayant de le moderniser pour anticiper. Il y a des crises qu'on a vues. Il n'y a pas une loi qui gère des crises longues. Et également, on n'a pas une émission, des outils sur cette question du Code du travail. Bien, ça nécessite toute une émission. Merci beaucoup, Hicham Zouanat. Un dernier mot, professeur Arafi, vous êtes professeur en finances publiques. Un dernier mot sur la rentabilité des fonctionnaires avec une hausse de leur salaire minimum qui passe de 3 000 à 3 500 dirhams. Je pense que l'enjeu ne se pose pas pour le secteur public parce que la population concernée par l'augmentation de 3 000 à 3 500 ne représente que 8,5%. Oui. Merci de le rappeler. Et d'ailleurs, les salaires de la fonction publique. Les salaires de la fonction publique, c'est une autre problématique. Je pense que le temps qui nous est imparti n'est pas suffisant. Mais il reste toujours important, 32% quand même du budget de l'État. C'est budgétivore quand même. Mais cette augmentation n'a pas un enjeu très important sur le plan global vu le taux 8,5, étant donné que l'État aussi a éteint les bas de Seychelles. Et les autres, elle est en train de les externaliser vers le privé à travers la gestion déléguée, à travers la contractualisation, etc. Donc le vrai enjeu de SMIGAR, je pense qu'il est situé au niveau du secteur public, pas dans le secteur public. Dans le secteur privé, pas dans le secteur public. Merci beaucoup, professeur Hassan Arafi, professeur en finances publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat. Merci d'avoir enrichi cette discussion. Merci Hicham Zouanat d'avoir partagé avec nous les ambitions, mais aussi les acquis sociaux. Merci à vous. Patronat. Merci à vous pour ces échanges. Et mes remerciements vont aussi à Milodi Mokharek, secrétaire général de l'Union marocaine du travail. Et on attend beaucoup, notamment avec cette rentrée, et que le dialogue social se poursuive. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.